C'est une décision qui est passée quasiment inaperçue, mais qui pourrait avoir des conséquences immenses pour des millions de personnes dans le monde. Le président américain Donald Trump a décidé de suspendre les programmes d'aide étrangère venant des États-Unis pour 3 mois à quelques exceptions près. Alors pourquoi est-ce que cette décision inquiète autant et comment est-ce que Donald Trump la justifie? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors le jour de son arrivée au pouvoir, Donald Trump a pris de nombreuses mesures et parmi elles, il a signé un décret, donc un texte visant à geler pendant 90 jours la majorité de l'aide étrangère des États-Unis. Cette aide, aujourd'hui, elle se fait notamment par l'USAID, donc USAID, c'est donc l'agence américaine pour le développement international qui a été créée en 1961 et qui est chargée en fait de gérer l'aide humanitaire et l'aide au développement venant des États-Unis. Ces programmes, ces financements, ces aides ont donc tous été gelés depuis quelques jours. Alors attention, tous sauf quelques-uns. Il y a tout de même des programmes qui échappent à ce gel. C'est le cas par exemple de l'aide alimentaire d'urgence, mais aussi de l'assistance militaire à destination d'Israël et de l'Égypte. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que face aux réactions des ONG ces derniers jours qui exprimaient une très vive inquiétude, on revient là-dessus dans un instant, on peut noter que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a réagi mardi et il a élargi certaines exceptions qui étaient prévues. Concrètement, je cite, les médicaments essentiels à la survie, les services médicaux, la nourriture, les abris et l'aide à la subsistance continueront à être financés, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, donc c'est quand même une différence majeure et qui est arrivée quelques jours après. Et le problème, c'est que les formulations de ces exceptions, elles restent très vagues, ce qui renforce encore plus la confusion. On revient là-dessus juste après. Alors avant de voir donc cette question de l'inquiétude des ONG, comment est-ce que Donald Trump justifie cette suspension de l'aide américaine à des pays partout dans le monde? Et bien en fait, cette suspension, elle a 2 ou 3 objectifs majeurs. Le premier objectif affiché, c'est de réévaluer les programmes existants en s'assurant qu'ils sont bien alignés sur la politique américaine du America First, donc l'Amérique, ou plus précisément les États-Unis en premier. Et un point très important là-dessus, selon une note interne envoyée aux employés fédéraux, l'administration a menacé de mesures disciplinaires tout employé qui ignorerait ses ordres. Deuxième objectif qui est très lié au premier, c'est donc l'objectif d'aligner les personnels et les financements sur des critères idéologiques et donc de remodeler l'administration fédérale sur ce sujet en accord avec la vision de Donald Trump. Enfin, le troisième objectif, ce serait potentiellement de réduire drastiquement les dépenses de l'État. On en a pas mal parlé ces dernières semaines. Trump a répété plusieurs fois dans sa campagne qu'il voulait couper les dépenses jugées inutiles des États-Unis. Il a même engagé le milliardaire Elon Musk pour ça, puisqu'il s'occupe du poste du directeur du département de l'efficacité gouvernementale. Et là-dessus, l'ambition est absolument immense, puisque Elon Musk a déjà promis de couper 25 à 30% du budget fédéral, donc du budget de l'État à l'échelle nationale. Bref, pour résumer, le camp de Donald Trump a dit on gèle quasiment toutes les aides, le temps de s'assurer que ces aides nous conviennent, qu'elles sont raccord avec notre ligne politique et voir s'il n'y a pas des économies parfois importantes qui pourraient être faites sur ces financements. Le truc, c'est que depuis son application, ce décret, il provoque un climat de chaos et d'inquiétude, particulièrement dans les pays les plus vulnérables qui sont pour certains aujourd'hui fortement dépendants de l'aide américaine. Pour vous donner un petit peu de contexte, les États-Unis aujourd'hui, c'est le principal fournisseur mondial d'assistance humanitaire. Ils y ont consacré plus de 64 milliards de dollars en 2023 selon l'OCDE, donc c'est environ 1% du budget fédéral américain. Et c'est une aide qui est quasiment présente partout dans le monde parce que USAID, c'est une présence dans 158 pays du monde, autrement dit donc un programme extrêmement étendu. L'un des programmes qu'on peut noter, qui est l'un des programmes les plus importants, c'est le PEPFAR. C'est un programme qui a été lancé en 2003 par l'ancien président américain George W. Bush pour lutter contre le sida. Il y a plus de 20 millions de personnes qui vivent avec le VIH, donc le virus responsable du sida, et qui dépendent directement de cette aide aujourd'hui. Alors suite à cette inquiétude grandissante un peu partout dans le monde, c'est un programme qui finalement n'est pas touché par le gel de l'aide pour le moment, suite à la décision donc de Marco Rubio, mais à voir donc, mais ce sera encore le cas à l'avenir. Surtout que selon le réseau d'aide humanitaire Compassion Connectors en Ouganda, donc en Afrique de l'Est, cité par l'AFP, et bien selon cette ONG, ce gel de l'aide américaine devrait entraîner la suspension de médicaments pour des patients porteurs du VIH, voire touchés par le sida, ce qui peut évidemment avoir pour conséquence des décès. Par ailleurs, au Malawi, un autre pays d'Afrique de l'Est, certains habitants commencent à stocker les médicaments et une organisation locale qui distribue des traitements contre le VIH, Lighthouse, aurait même fermé selon une infirmière interrogée par l'AFP. Enfin, dernier pays que l'on peut citer, le Soudan du Sud, à qui les États-Unis fournissent 62% de l'aide étrangère reçue par le pays et qui est victime d'une épidémie de
de choléra, une infection intestinale aiguë. Le pays compte grandement sur l'aide américaine et s'inquiète donc de cette décision de Trump, même si on l'a dit, il y a eu certaines exceptions qui sont arrivées ensuite. Alors je vais pas faire un résumé de tous les pays qui sont impactés parce qu'il y en a énormément, mais je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, eh bien les ONG se retrouvent dans une situation assez délicate puisqu'ils ne savent pas précisément ce qui est suspendu ou ce qui doit être suspendu ou non dans ces activités. Selon plusieurs médias, de nombreuses ONG donc sont dans une situation qu'ils jugent critique, mais n'osent pas en parler publiquement par crainte d'être ensuite visés donc par l'administration américaine et le camp de Donald Trump qui irait couper tel ou tel budget pour telle ou telle ONG. Même inquiétude du côté de nombreux employés d'ailleurs aux États-Unis. Bref, il va falloir observer donc à quoi ça va ressembler dans les prochains jours, combien de temps va durer ce gel, est-ce qu'il y aura d'autres exceptions et quelle va être la politique américaine dans les prochaines semaines donc sur cette aide internationale. Mais ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a donc cette inquiétude du côté des pays et de nombreuses ONG et même d'un point de vue du prisme uniquement américain et des intérêts uniquement américains, certains doutent de cette stratégie de Donald Trump. Par exemple, Sarah Yeager, qui est directrice du bureau de Human Rights Watch à Washington, interrogée par le journal Le Monde, estime que ce gel de l'aide, il va à l'encontre de l'objectif des États-Unis de servir les intérêts américains. En effet, ces programmes humanitaires et d'aide au développement, évidemment, ils aident des personnes partout dans le monde, mais ils ont aussi un intérêt aujourd'hui pour les États-Unis. C'est un enjeu d'influence finalement dans un certain nombre de pays du monde. Elle estime donc qu'en supprimant ou en gelant en tout cas ces aides, Donald Trump nuit gravement à l'image et à la crédibilité des États-Unis. Quoi qu'il en soit, évidemment, il faut rester très prudent sur la situation actuelle. On l'a dit, pour l'instant, il y a un gel avec des exceptions. À voir comment ça va évoluer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On suivra tout ça puisque vous l'aurez compris, l'impact peut être immense. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Premier ministre François Bayrou a utilisé ce lundi l'article 49.3 de la Constitution, donc la norme suprême en France, afin de faire adopter le budget de l'État et la première partie du projet de budget de la sécurité sociale. Cet article, il permet au gouvernement de faire adopter une loi sans que cette loi n'ait à être votée par l'Assemblée nationale. Concernant le budget, il y avait plusieurs points de blocage entre les partis, notamment sur la question des impôts ou encore sur le budget alloué à l'aide médicale d'État, l'AME, qui permet aux personnes immigrées en situation irrégulière de se faire soigner. Alors face au 49.3, la France Insoumise a indiqué qu'elle allait déposer une motion de censure. Concrètement, si plus de la moitié des députés votent pour la motion de censure, alors la loi n'est pas adoptée et le gouvernement est renversé. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé en décembre, ce qui avait contraint le gouvernement de Michel Barnier à démissionner. Dans ce cas précis, la motion de censure devrait être votée par les communistes et les écologistes ce mercredi. De son côté, le Parti socialiste a indiqué qu'il ne voterait pas la motion de censure, tandis que le Rassemblement national n'a pas encore communiqué ses intentions. A noter que le PS a annoncé qu'il déposerait une autre motion de censure après l'adoption du budget. Celle-ci fera référence au terme de submersion migratoire utilisé par François Bayrou il y a quelques jours et qui a fait polémique. On suivra ça. Deuxième actu, près de 400 militaires supplémentaires vont être déployés pour aider à la reconstruction de Mayotte, ce département d'outre-mer français dévasté par le passage du cyclone Chido en décembre qui a fait au moins 40 morts selon le bilan officiel. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, en indiquant que ce bataillon serait, je cite, doté de plusieurs compagnies de génie, d'infanterie, de commandement et de logistique. Ils s'ajouteront aux 1100 militaires déjà mobilisés sur place. Concrètement, leur mission sera de rétablir, je cite, les réseaux d'eau et d'électricité ou les infrastructures routières au service de la population. Ils resteront sur place autant qu'il le faudra et pourront être reconduits. A noter que selon le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, le coût de la reconstruction à Mayotte s'élèvera sans doute au-dessus du milliard d'euros. Troisième actu, les crèches privées ont entamé une opération de mobilisation nationale intitulée Crèche morte ce lundi. Elle s'oppose à un projet de décret qui prévoit de renforcer la qualité d'accueil dans certaines crèches en remplaçant 40% des titulaires de CAP petite enfance par des professionnels plus diplômés, comme des auxiliaires de puériculture, à partir du 1er janvier 2026. Le but de ce décret serait notamment de faire en sorte que les professionnels des crèches privées s'alignent sur le niveau de diplôme des crèches publiques. Et selon les patrons de ces structures, cette mesure menacerait les emplois et l'existence des 5000 crèches privées de France en raison de la difficulté à trouver du personnel plus diplômé. À noter que cette mesure intervient quelques mois après les révélations des dérives dans les crèches privées par le journaliste Victor Castanet dans son livre Les Ogres. On en a fait une vidéo, je vous mets le lien de notre interview en description. En tout cas, une pétition intitulée Je soutiens ma crèche a récolté près de 24 000 signatures et certains établissements ont fermé plus tôt ce lundi. Quatrième actu, les 2 incendies qui ont ravagé Los Angeles aux États-Unis ont entièrement été maîtrisés ce vendredi, selon Call Fire, l'agence de lutte contre les incendies de l'État. Ils ne constituaient déjà plus une menace sérieuse depuis plusieurs jours et les ordres d'évacuation avaient été levés plus tôt. En tout cas, ces incendies qui s'étaient déclarés donc le 7 janvier dernier ont fait une trentaine de morts et des milliers de déplacés. Ils ont été les plus destructeurs de l'histoire de Los
Angeles, brûlant plus de 10 000 habitations et une superficie de plus de 150 km², ce qui équivaut à peu près au double de la ville de Strasbourg. Les pertes économiques oscilleraient entre 250 et 275 milliards de dollars selon la société météorologique privée AccuWeather. Leur origine exacte fait toujours l'objet d'une enquête, mais selon une étude menée par des dizaines de chercheurs publiée ce mardi, le changement climatique provoqué par l'homme a rendu plus propice la survenue de ces incendies, aggravés par la sécheresse de la végétation combinée à des vents puissants. Cinquième actu toujours en lien avec l'environnement, en Sicile, au sud-ouest de l'Italie, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en 4 heures ce dimanche dans la région de Messine, causant d'importantes inondations. Près de 150 mm de pluie sont tombés, ce qui a saturé le système d'évacuation des eaux, selon un communiqué de la municipalité qui parle d'un événement d'une ampleur exceptionnelle. Ces fortes pluies ont provoqué des coulées de boue et les véhicules stationnés près des cours d'eau ont tous été emportés. Les pompiers ont mené plus de 100 interventions, notamment pour secourir des habitants bloqués chez eux ou dans leur voiture. Selon la protection civile, l'alerte météorologique lancée à temps a permis d'éviter tout blessé dans les zones touchées. 8 régions du sud de l'Italie sont encore en alerte jaune. Et on finit avec cette actu culturelle. Pour la première fois de sa carrière, la chanteuse américaine Beyoncé a remporté le prix du meilleur album de l'année avec Cowboy Carter lors de la 67e cérémonie des Grammy Awards qui s'est tenue dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles. C'est la récompense la plus prestigieuse de la cérémonie qui est en quelque sorte l'équivalent des Oscars de la musique. Beyoncé a aussi remporté 2 autres trophées dont celui du meilleur album country. Elle a d'ailleurs annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle partirait en tournée cette année pour un Cowboy Carter Tour en passant notamment par Londres et Paris les 19 et 21 juin. Le rappeur américain Kendrick Lamar a quant à lui remporté 5 prix, dont l'enregistrement de l'année et le prix de la chanson de l'année avec le titre Not Like Us. La chanteuse Chappell Roan a remporté le prix de la révélation de l'année. Côté français, le groupe de métal Gojira a été récompensé dans la catégorie prestation métal de l'année pour leur interprétation de Mea Culpa Asaira avec la chanteuse lyrique Marina Viotti lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris. Côté français toujours, le groupe Justice a également été récompensé. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas, mais ce dimanche sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, on a publié une nouvelle vidéo. On a été en Corée du Sud alors pour faire un premier reportage que vous avez peut-être vu il y a quelques mois, un reportage sur la question de la natalité. Mais dans le cadre de ce tournage à l'époque, on avait tourné une seconde vidéo, un second reportage sur la question de la K-pop et sur la face cachée de l'industrie musicale coréenne. Si jamais vous l'avez pas encore vu, je vous mets le lien directement en description. Merci du fond du cœur pour vos retours. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.